Rebonsoir. Et donc pour la dernière intervention de cet après-midi dans ce salon, j'invite à me rejoindre sur scène les Grands Prix de l'urbanisme, donc Jamel Clouche et Caroline Poulain de l'AUC, pour nous parler sur le thème de la ville, matière vivante. Bonjour madame, bonjour monsieur. Allô, allô? Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît? Ça fonctionne? Ça fonctionne? Ok. Bon, comme on est en fin de journée, vous êtes fatigués, mais on va essayer de faire assez rapidement. On vous a demandé de clore cette journée de l'USH sur le logement et la diversité urbaine. Ce que je voulais dire, on va vous montrer 3 projets, parce que nous, voilà, on est architecte, l'agence l'AUC. On va essayer de vous présenter 3 projets, 3 questions qui nous semblent importantes. On a intitulé un peu cette présentation la ville matière vivante, parce qu'on voudrait un peu replacer la question du logement à l'échelle de la ville et du territoire. C'est vrai qu'on a eu la chance, nous, il y a un peu plus de 10 ans, en 2008-2009, de faire partie d'être d'une des 10 équipes qui ont participé au Grand Paris. Et à l'époque, on avait intitulé d'ailleurs notre projet et réflexion Grand Paris stimulé. Et ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'à un moment donné, la ville de demain, c'était déjà la ville qui existait. Il fallait tout simplement l'adapter, la transformer, la rendre désirable et la rendre, en tout cas, adaptée au mode de vie contemporain. Et je pense que quand on disait ça, on parlait beaucoup du logement, donc beaucoup de la ville, parce que la ville, 90% de la ville, c'est du logement. On y habite. Donc ça, c'était voilà, ça a été un élément important et fondateur dans notre réflexion. Et après le Grand Paris, on a été invité par la métropole de Bordeaux. Vincent Feltès, à l'époque, était président de la communauté urbaine, avait été très intéressé par la démarche du Grand Paris, d'équipes d'architectes entourés de toutes les disciplines, pour imaginer de quelle façon il pouvait réfléchir à la densification de la métropole bordelaise, notamment en termes de logement. Il avait lancé cette réflexion qui s'appelait, dont le titre était vraiment assez fort, c'était 50 000 logements le long des axes de transport collectif. En fait, la communauté urbaine à l'époque s'était aperçue qu'il finançait de façon lourde des nouveaux axes de tramway, mais qu'en réalité, les collectivités publiques ou la collectivité publique n'avaient pas tiré parti de ces investissements pour densifier correctement la ville et notamment pour produire du logement abordable. Donc c'était une réflexion à l'échelle d'un très grand territoire qui permettait de poser la question de l'habitabilité d'un grand territoire. Troisième expérience, mais plus récente en ce moment, sur lesquelles on travaille aujourd'hui. On travaille aujourd'hui pour 2 villes, l'une en Belgique, à Liège, l'autre en France, Annecy. Et ces 2 villes nous posent à peu près la même question, différemment évidemment, à savoir de quelle façon on peut faire la transition climatique, de quelle façon on gère le développement de la ville entre aujourd'hui et 2050, avec évidemment une approche extrêmement forte sur la question du logement. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, toutes ces villes sont en manque de logement, encore plus en Belgique qu'en France, avec des problématiques un peu différentes. En Belgique, la problématique, c'est
c'est que le centre retrécit et que tous les gens vont habiter en périphérie. À Annecy, on est plutôt sur une problématique de frontière, de ville transfrontalière, où tous les emplois partent en Suisse, et puis le logement a plutôt tendance à devenir de plus en plus cher, donc ils ont du mal à capter un peu les classes moyennes en ville. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans ces deux démarches, c'est qu'elles posent la question un peu du logement au sein d'un écosystème beaucoup plus large, qui traite de la question des mobilités, de la question du développement économique, de la question de l'habitat, de la question des métiers, de la question de l'espace public, de la question du verdissement de la ville, la question de l'énergie, comme on l'a entendu juste avant, et qu'à un moment donné, la question du logement, c'est pas, pour nous, en tout cas architectes et urbanistes, ça ne peut pas être un objet autonome, parce que le logement, c'est d'une certaine façon le plus petit pixel d'une ville ou d'un territoire. Bon voilà, donc ça c'était un peu une introduction parce que, je pense, et même quand j'ai compté, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas bailleur social et je ne suis pas nécessairement spécialiste, probablement, il y a beaucoup de bailleurs sociaux aujourd'hui dans cette salle, mais j'avais l'impression, parce qu'on parlait de centaines de milliers de logements, vingtaines, dizaines de milliers, etc., donc des chiffres assez astronomiques, on ramenait ça au coût réhab logement, mais j'aurais tendance à dire que, probablement qu'il faut le faire, que bailleur que vous êtes obligé de mener ces réflexions et ces calculs, mais à un moment donné, il faut regarder de quelle façon ce patrimoine, qui est essaimé dans tout le pays, de quelle façon il peut trouver un avenir au sein de territoires beaucoup plus larges. Bon voilà, ça c'était un peu une des premières idées qu'on voulait vous faire passer ici, et ensuite on voulait vous parler de 3 projets. Très rapidement, si j'arrive à passer les diapos, un projet que va vous présenter Caroline, qui parle plutôt de... Donc là, on redescend à l'échelle du logement, vraiment, parce qu'on est architecte, on va vous montrer des projets, et vous dire qu'à un moment donné, l'innovation dans les usages, dans la façon d'habiter, peut être aussi un axe et un vecteur assez important pour la question du logement. Bonsoir. Donc je vais passer, Jamel parlait d'invention de nouvelles typologies, et là je vais vous présenter très rapidement notre proposition pour le quartier de Chapelle Internationale, qui est un nouveau quartier qui est en train de se construire au nord de Paris, à côté de la porte de la Chapelle, en prise sur le faisceau nord, le faisceau ferré. Et en fait, je vais juste aborder une partie du projet où il était prévu, dès l'origine de la transformation de ce territoire de la SNCF, de construire une nouvelle halfret logistique. Et donc, on a eu comme hypothèse de départ que cette halfret allait faire à peu près 7 mètres de haut. Et on s'est dit comment construire un nouveau quartier sur 4 hectares et demi, sachant que ce site est enclavé, va être longé par une halle qui fait 7-8 mètres de haut, et que donc on ne va pas pouvoir s'appuyer sur des rez-de-chaussée commerciaux de la ville parisienne classique. Et on s'est donc pris à l'idée de se dire qu'on allait créer une sorte de, on a appelé ça le monde bas, un monde à 7 mètres de haut, qui allait se baser sur une typologie nouvelle qui permettrait de habiter et travailler dans cette épaisseur des 2 premiers niveaux de la ville, en interaction très forte avec l'espace public. Et c'est comme ça qu'on a été amené donc à réfléchir à cette typologie des SOHO, et qu'on a calé l'ensemble du quartier, c'est 8000 m² de nouvelles typologies de logements qui sont là comme une interaction à la fois pour ce qu'ils ont comme valeur en tant que telle, de pouvoir habiter et travailler dans un même lieu. Il y a une dizaine d'années ou douzaine d'années, quand on a gagné ce concours, c'était moins d'actualité qu'aujourd'hui, mais on avait imaginé qu'à l'heure où les micro-entreprises se développent, les auto-entrepreneurs, qu'il était important que de nouvelles manières d'habiter commencent à prendre place sur le territoire. Bon, voilà, et là c'était toute la démonstration de l'intérêt de ces nouvelles typologies qui pouvaient aller on pensait autour de 50 m² jusqu'à 250 m², comment elles apportaient peut-être comment elles pouvaient répondre à des nouvelles attentes
dans l'habitat, avec toute la diversité que représente chaque individualité. Juste quelques images qui montrent cette interaction aussi entre espace public et typologie de logement. Tu peux passer à la... Voilà. Là, on voit, ça c'est un des derniers bâtiments qui est en cours de chantier et qui montre aussi comment ce travail sur une typologie sur 2 niveaux travaille aussi à la plus grande échelle à la construction d'un quartier. Merci. Un autre projet sur lequel nous travaillons qui est aussi en chantier, c'est un projet de transformation. C'est un projet qui est à Bruxelles. C'est les 2 tours qui sont en haut de l'image. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est juste à côté de la gare du Nord, dans ce quartier qu'on appelle Manhattan, qui est une sorte de quartier d'affaires qui a été pensé dans les années 60-70. C'est un ensemble de... Voilà, ça c'était le projet originel, typique des années 70, avec une dalle, les voitures en bas, les piétons en haut. Et puis chaque fois 2 tours prises ensemble sur un socle. Donc aujourd'hui, il y a quelques années maintenant, on a gagné ce concours. Le propriétaire qui a un socle WTC 1 et 2, qui sont ces 2 tours posées dans un socle, nous a demandé de réfléchir à leur transformation. Donc nous, ce qu'on a dit assez rapidement, donc c'est devenu ça, parce que rappelez-vous, en Belgique, il y a eu toutes les révolutions qui étaient contre cette ville moderne, parce que pour faire ce quartier, on a dû démolir toute une série de quartiers ouvriers. Donc le sol, voilà, on a évité la dalle, donc le sol public est là, mais on voit les socles, on les aperçoit, qui sont des socles en béton extrêmement fermés, très peu poreux sur la ville, et puis des tours de bureaux qui sont devenus aujourd'hui obsolètes, parce que énergivores, parce qu'avec des hauteurs sous plafond insuffisantes, etc. Et donc, il nous demande de réfléchir à ces tours, avec l'hypothèse à l'époque, c'était il y a 4 ans, éventuellement de démolir et de proposer une nouvelle typologie. Et donc, nous, on a plutôt proposé de garder les 2 bâtiments et surtout de garder les 2 noyaux, d'ouvrir évidemment le socle, qui était un socle en béton, lui, le démolir, d'ouvrir ça et d'en faire, vous le verrez, une grande serre, et puis de garder les 2 noyaux et de venir juste inclure un volume capable que vous voyez là dans la 3e image, qui est un grand volume qui vient relier les 2 tours, les 2 noyaux, et qui nous permet de dessiner un peu, ça c'était nos premiers dessins lors du concours, un rez-de-chaussée extrêmement divers et mixte et très ouvert sur la ville, donc qui permet de dessiner des connexions entre la gare du Nord et le canal, le quartier canal, notamment le futur musée d'art moderne dans le garage Citroën est porté par le Beaubourg qui est en chantier aussi à quelques centaines de mètres. Et puis vous voyez les 2 noyaux et puis on rajoute ce volume capable, ce qui nous permet là vous voyez de quelle façon on vient relier la gare au canal et puis à Tour et Taxi, qui est un autre quartier assez important à Bruxelles. Et puis finalement, ça dessine un peu ça. Donc ça dessine un rez-de-chaussée très ouvert, qui devient très vitré, qui est une grande serre froide, dans laquelle il y a des cafés, des restaurants, des espaces publics, etc. Les lobbies, évidemment, pour les bâtiments qui sont retravaillés. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réussi à faire un programme mixte où le volume capable que vous voyez au centre a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il reprend 2 niveaux, double hauteur. C'est-à-dire que c'est des bureaux qui ont 5,20 m sous plafond, avec une épaisseur de 21 mètres, donc c'est un peu plus large qu'un bureau classique, et qui vont aller chercher les niveaux de bureaux dans la tour actuelle, donc ils sont eux plus bas, 2,50 m. Et entre les deux, donc c'est pour ça que ce projet on l'a appelé le zèbre, par intermittence, sur une des tours on a du logement, et sur l'autre tour on a un hôtel. Donc tout ça, ça dessine quoi? Ça dessine aussi une mixité au sein même du bâtiment. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer un bâtiment, 2 tours qui avaient l'air totalement obsolètes, en un objet métropolitain qui a la capacité de mixer des fonctions tout à fait urbaines, tout proche d'une grande gare, donc des fonctions de bureau, d'hôtel, de logement, de sport au rez-de-chaussée, avec un hub de mobilité dans les parkings, etc. Et puis donc ça donne un peu cette image. C'est une photo de maquette. Donc aujourd'hui ce projet est en chantier, parce que notre promoteur a eu la chance ensuite de gagner avec ce projet un appel à projet pour y installer toute la région, tous les bureaux de la région flamande. Donc il a une location, il a pu louer ses 70 000 m² de bureaux pour la région, pour les fonctionnaires de la région flamande
jusqu'en 2042 ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a un projet mixte, urbain, totalement transformé, qui peut voir le jour. Et là, vous voyez de quelle façon ça se distribue. Vous voyez le schéma, la petite axonométrie en haut. Vous voyez les bureaux en rouge, l'hôtel en vert, et puis les logements en bleu. Et puis tout en rose, un peu les espaces communs, publics, notamment la base, qui est cette serre froide, et puis le toit du bâtiment qui devient, qui est géré par l'hôtel, qui est d'ailleurs un standard. On a réussi à attirer le standard que vous connaissez à New York ou à Los Angeles, qui n'avait pas encore de localisation à Bruxelles, et c'est lui qui prend cette tour, une des tours, et qui prend la gestion de la terrasse. Voilà, là vous voyez la coupe. Et enfin, un dernier projet. Monsieur Dauphin est parti, mais c'est vrai qu'on a gagné ce concours avec lui lorsqu'il était président de Paris Habitat. Donc c'est une réhabilitation, une transformation. Donc c'est la tour des Poissonniers. La tour des Poissonniers, c'est une tour qui est porte des Poissonniers, qui est à Paris, le long du périph'. C'est la tour que vous voyez là, hein, Panasonic. Donc vous reconnaissez évidemment la Palulos d'il y a 30 ans, qui a en réalité, d'une certaine manière, un petit peu démoli le bâtiment. Parce qu'en réalité, le bâtiment, il était comme ça avant. C'était une très belle tour transparente, vitrée, avec des systèmes de demi-niveau. Et était bon, voilà, réhabilité, parce qu'à un moment donné, il y avait des financements, ces financements de réhabilitation. Et donc aujourd'hui, l'objectif du projet ou du concours, c'était de réfléchir à la transformation de cette tour de logement en logement étudiant, avec beaucoup d'espaces partagés, d'espaces communs, et que cette tour d'étudiants soit associée à un équipement musical, de musicologie, qui est lié à l'université de la Sorbonne, qui sont des studios de musique qu'on a localisés notamment au pied de la tour et qui viennent occuper aussi les sous-sols de la tour. Donc vous voyez ici un plan de rez-de-chaussée en noir et blanc. Vous voyez une image, un petit dessin à la main, qui montre de quelle façon on essaye de réactualiser un peu la qualité intrinsèque de cette tour et comment on vient associer à cette architecture extrêmement rationnelle une architecture plutôt de jardin, plus organique, en rez-de-chaussée, qui vient être occupée par cet équipement culturel. Là, vous voyez les plans. Tout ce qui est blanc, c'est l'existant. On a réorganisé évidemment tout le système d'accessibilité avec les 4 noyaux que vous voyez en noir. Et on vient étendre le bâtiment côté nord et côté sud, des terrasses à l'est et à l'ouest, ce qui nous permet, avec cette nouvelle distribution, de trouver une rentabilité de plan, mais en même temps une qualité d'usage dans les logements, avec des logements individuels, des logements partagés, voilà, du co-living, des colocations, des grands appartements partagés entre étudiants. Donc ça, c'est un élément important. Puis le deuxième élément, peut-être l'élément le plus fondamental, c'est que ça nous a permis surtout de dégager des grands communs. Donc là, vous voyez juste les 4 noyaux, vous voyez l'axonométrie de la tour. Et en fait, on a dégagé 3 grands communs intérieurs qui à chaque fois reprennent des trames de la construction. Le premier qui est en bas en vert et traversant est-ouest, qu'on dédie au sport. Le deuxième qui est en jaune, qui est plutôt tourné vers l'est et qui est dédié plutôt à des salles de travail. Et puis le dernier qui est ce rectangle rouge, qui est plein nord, donc qui regarde Saint-Denis, qui regarde la plaine Saint-Denis, qui regarde au loin la géographie métropolitaine, qui est au dernier étage, associé au toit, qui est une grande cuisine collective. Donc à ces 3 communs intérieurs sont associés 3 communs extérieurs, donc la terrasse dont je viens de parler, une serre froide au nord, et puis un jardin productif au sud. Et donc tout ça dessinant un peu cet objet qui, a priori, quand on le voit du périphérique, avait l'air totalement obsolète, totalement saugrenu, on pourrait dire, peut devenir un objet assez performant, tant en termes d'usage qu'en termes de partage, qu'en termes de mixité des fonctions, qu'en termes d'innovation sociale. Donc là, vous voyez juste une coupe un peu du projet où vous apercevez un des grands communs, notamment avec la double hauteur du sport. Et puis vous imaginez de quelle façon, dans cet univers où il y a un peu plus de 250 lits, ça devient un peu une sorte de monde plutôt généreux, alors même que très souvent le logement étudiant, et je pense que pendant la pandémie, on a tous vu à quel point ça pouvait être
dur et difficile. Et donc évidemment tout ça fonctionne avec l'équipement qui est au rez-de-chaussée, qui est évidemment inscrit dans un jardin en creux qui permet aussi de donner une certaine intimité à ce bâtiment qui est donc le long du périphérique. Voilà ce qu'on voulait vous dire, c'est que, juste pour conclure en 3 mots, évidemment qu'il y a l'enjeu urbain. Je parlais du logement, c'est évidemment intéressant d'en parler en termes de produits, mais je pense qu'il faut l'inscrire dans l'écosystème urbain et territorial dans lequel il se positionne. Et la question du chemin de la transition, on a compris que c'était onéreux, compliqué, qu'on était devant un mur, mais je pense que tous les élus aujourd'hui se sentent face à un mur. Et je pense que les élus qui lancent des études stratégiques, des études prospectives, qui essayent d'articuler, qui essayent de trouver des liens entre ces questions, me semblent appropriés. Et le logement, fondamentalement, en est une des pierres angulaires les plus importantes. Très bien, mais merci. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Oui, madame. Attendez, il y a un micro qui arrive. Dans le cadre de recyclage et de deuxième vie pour des bâtiments, c'est des expériences intéressantes. Quel est le coût au mètre carré de la réhabilitation avec une transformation d'usage? Enfin, je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit juste avant. C'est un coût quasiment du neuf. C'est un coût du neuf, mais ça vaut le coup parce que en même temps, parce qu'à un moment donné, cette tour des Poissonniers, elle était prévue d'être démolie. Donc on sait tous que démolir, c'est aussi d'une certaine façon carboner la ville. Donc d'une certaine manière, ça a le coût du neuf, parce qu'en réalité, si on la démolissait, on allait construire autre chose à la place, probablement du logement ou autre chose. Donc l'idée, c'est de la transformer, donc de donner une seconde chance, de travailler sur les ressources. Je n'ai pas tout dit, parce qu'on a tout un travail sur, évidemment, le réemploi. On a fait tout un travail de coproduction avec les habitants, etc., etc. Donc je pense qu'à un moment donné, on est dans une économie. Je pense que si on globalise l'économie, évidemment, si on commence à dire on réhabilite à 35 000 € le logement, ça ne marche pas. Et si tout d'un coup on devient un peu plus global et on pose la question à l'échelle d'un territoire, ça commence à marcher. Et je peux dire juste un mot du projet précédent, donc le WTC à Bruxelles. Ce que j'ai dit, c'est que d'une part, nous, on a gardé beaucoup de choses dans les 2 tours qui étaient en présence, mais surtout, évidemment, il faut démolir 2-3 choses, mais surtout, on a développé un partenariat avec une entreprise luxembourgeoise, et toute la nouvelle construction, c'est tout le béton, 93% du béton des 2 tours existantes démolies sont recyclés dans la construction du nouveau projet qui s'appelle ZIN, qu'on appelle nous le zèbre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des possibilités en termes d'innovation, en termes de technique, d'ingénierie, d'intelligence, pour inscrire un peu cette transformation de l'existant dans une économie réelle. Et en même temps, dans l'objectif d'atteindre un peu les objectifs que l'on souhaite pour 2050, etc. Donc je pense que c'est un enjeu, c'est des choses nouvelles. Aujourd'hui, c'est des opérations isolées. Quand j'écoutais la table ronde juste avant, il parlait de 10 000, 100 000, 3 milliards, 10 milliards, 350 milliards. Et en réalité, les bailleurs sociaux gèrent la masse, parce que vous gérez des dizaines de milliers de logements, alors que là, nous, on est en train de vous parler d'un projet extrêmement particulier, mais je pense qu'on a besoin de ces projets particuliers pour inventer des méthodes, inventer des trajectoires qu'on peut éventuellement généraliser, mais en tout cas qu'on peut évaluer pour construire peut-être des choses un peu plus industrielles. Simplement justement pour rebondir, bonjour, pour rebondir sur le sujet de récupération, économie circulaire, récupération des déchets, ce qui serait quand même... Parce qu'en fait, on est un petit peu à se demander combien ça coûte tout ça, mais c'est vrai que c'est plus un bilan global
de ce genre de démarche ponctuelle, expérimentale est nécessaire. Et on a besoin ensuite à l'arrivée, nous, les architectes, urbanistes, architectes, etc., d'avoir un bilan global de tout ce que ça va apporter, dépensé en sous réels, mais on récupère les déchets et les bétons, etc. Comment arriver à avoir une analyse et un coût à la réalité des plus et des moins de l'ensemble des thématiques. Là, vous intervenez sur la remixité, enfin, la diversification urbaine. On parlait justement de sortir des zonings, des anciens zonings. Quand vous prenez une tour et qu'à l'intérieur, vous y mettez des logements, des bureaux et un hôtel, vous êtes en plein cœur de cette mixité nouvelle qu'on cherche, en cœur de ville, enfin, ou périphérie, dans des sites existants. Donc il y a les valeurs ajoutées, quantifiées pas en euros, mais en démarche développement durable, bénéfique, etc. Nous, on a besoin de ce genre d'opération pour aller les défendre auprès d'autres acteurs qui vont simplement nous dire « mais combien ça coûte tout ça ?» Nous, on a besoin d'apporter tous les autres gestes vers lesquels tout le monde va être de toute façon obligé d'aller. Donc on va vendre le sujet d'une certaine façon, mais avec tous les éléments bénéfiques autres. Et là, aujourd'hui, les acteurs de toute la construction sont à même de nous écouter, puisque tous les thèmes arrivent les uns après les autres et tous ensemble en ce moment. L'énergie, voilà, tout y est. Donc c'est vraiment cette recherche un petit peu d'analyse globale et de bilan global pour nous. Au lieu de parler de bilan carbone, c'est vraiment le bilan global de l'action de renouvellement en ville qui est intéressant. Et ce qu'on apporte à l'humain aussi, à l'usager de la ville. Donc, enfin, ce n'était pas une question, hein, c'était une observation. Mais nous, on serait tout à fait prêts. On serait tout à fait prêts à évaluer, comme vous le dites, hein, de façon précise, notamment l'opération des poissonniers, hein, qui peut être un démonstrateur, et qu'à un moment donné, on ait tous les éléments extrêmement précis qui peuvent aider un peu des acteurs qui gèrent beaucoup de logements à développer des stratégies. Mais en tous les cas, moi j'ai la conviction, on serait très intéressé par exemple de réfléchir à mener une sorte de stratégie, quel type de projet on doit mener pour un bailleur qui a 10, 12, 15, 20 000 logements. Je pense qu'à un moment donné, on est obligé, on ne peut pas tout traiter un peu comme une sorte de grande masse. Il faut presque avoir une sorte de lecture stratégique par le haut, c'est-à-dire de quelle façon on peut développer une stratégie sur 10, 20, 30 ans, 40 ans pour réhabiliter, transformer, adapter, etc. L'ensemble de ce patrimoine. Mais on doit, je pense, dans le même temps, mener des opérations ponctuelles, exemplaires, qui doivent vous permettre un peu de valider ou d'invalider telle ou telle direction. Et c'est presque une sorte de guide un peu qui fonctionne à deux échelles, presque à l'échelle de l'expérimentation, puis à l'échelle presque de la stratégie. Moi, je pense il faut fondamentalement que tous les bailleurs travaillent un peu à ces deux échelles, évidemment articulés avec tous les acteurs. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est en train de se poser la question de comment on fait la transition. Et nous, en tant qu'architectes, on pense, parce qu'on est des gens du projet, qu'on peut faire la transition par le projet. Je veux dire, à un moment donné, ça ne peut pas être que des réglementations ou écrire ou dire on doit faire ça. On sait tous que quand on écrit quelque part dans un document on doit faire ça, très souvent on n'arrive pas à le faire. Mais par contre, par le projet, je pense qu'on se donne plus de moyens. Donc c'est un peu un jeu à deux échelles qui permet d'expérimenter de façon extrêmement locale, et puis un jeu d'aller-retour avec une sorte de stratégie un peu plus globale. Mais évidemment, ça nous impose, nous, en tant qu'architectes, et à notre maître d'ouvrage, hein, Paris Habitat, d'évaluer très précisément cette opération, par exemple, et de voir là où elle fait exploser le système, là où elle est très bien, là où elle est... Enfin voilà, et que ça permette que ce soit une aide, que ça donne un peu des critères pour aider à la décision sur d'autres types de projets. Très bien. Est-ce qu'il y a une troisième question, remarque?
Monsieur au deuxième rang. Oui, j'ai trouvé très intéressant les projets que vous avez montrés là. Vous n'entendez pas? C'est bon là? Oui, c'est mieux. Oui, donc très intéressant dans le projet là, avec les fonctions logement, hôtel, bureau et puis les espaces communs. Mais alors ce matin, on a entendu l'anthropologue Sonia Lavadigno, je crois. Vous connaissez son discours? Non? Sonia Lavadigno, ça fait rire de ma part. Je la connais très bien. Ouais. Ouais, c'est très bien, j'imagine. Et donc il y a un discours sur la mixité extrêmement fort, enfin, en disant il faut, enfin, elle a pris une comparaison gastronomique ce matin en disant il y a la mixité où on fait la soupe de légumes avec des morceaux qu'on juxtapose, et puis il y a le smoothie où tout est imbriqué, quoi. Et manifestement, ce qu'elle propose, tout est mêlé de façon intime, quoi, à une autre échelle, quoi. Alors, dans votre projet, qui est, moi je trouve super, hein, on voit bien la fonction bureau, la fonction hôtel, etc. Bon, et j'ai l'impression que ce qu'elle préconise, c'est quelque chose d'une mixité beaucoup plus intime, quoi, en fait. Hein. Donc ma question, c'est est-ce que pour vous, ça a du sens architecturalement? Voilà, est-ce que vous travaillez sur des projets dans cet esprit-là? Est-ce que ça a un sens architectural réel, quoi? De travailler sur une mixité plus intime. Est-ce qu'il y a des solutions architecturales qui seraient cohérentes avec le discours qu'elle tient, quoi, qui me paraît, qui est très intéressant, mais qui paraît peut-être très, très ambitieux? Honnêtement, nous, honnêtement, nous, on est de cet avis. Hein. Enfin, dès lors qu'on est dans la ville, je pense qu'aujourd'hui, la ville, elle est attaquée de toutes parts. C'est-à-dire que je pense que en même temps, tout le monde dit la ville dense, stop béton, stop construction, etc., etc. Mais en même temps, la ville reste la solution. Et si on a envie qu'elle reste la solution, il faut évidemment travailler la mixité. Et l'habitabilité, ça veut dire qu'il faut que ça devienne encore plus habitable, donc avec des espaces publics de qualité, redonner plus de place à la nature. Mais tout cela n'est pas contradictoire avec la densification. Mais surtout, la densification ne peut être acceptable que s'il y a de la diversification, si tout ça est divers, si tout ça est mixte. Donc moi, je suis de ceux qui disent, si vous voulez, enfin les uns et les autres, vous êtes des acteurs de la ville, hein, tous, si vous voulez que la ville reste un peu la solution, je pense qu'il faut construire, mais construire mixte, construire durable, mais surtout transformer et inventer des solutions de mixité. Enfin, je sais pas, ça fait 2 ans qu'on est en pandémie, ça a été dit, on s'est habitué à habiter, dormir, travailler, inviter les amis. Enfin, le logement est devenu une sorte de lieu un peu hybride. Nous, on l'avait pressenti il y a quelques années quand on propose les SO à Chapelle Internationale. Même si c'est à Paris, quand on l'a proposé, ils trouvaient ça intéressant, mais ils nous ont dit on ne sait pas faire, on n'a jamais fait ça. Mais sauf qu'en réalité, c'est basique. Vous allez dans le 18e arrondissement, il n'y a que des seaux, il y a le boulanger, il a son appartement au-dessus. Hein, ou le boucher, il a un petit escalier au fond de son truc et il monte dans son appartement. Donc on n'invente rien, ça existe. Donc quand on nous dit on ne sait pas le faire, parce que comme tout est devenu juridique, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le produit juridique, mais spatialement, tout le monde le connaît. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi de l'innovation juridique, il faut essayer de faire du lobbying auprès de l'État, auprès de je ne sais qui, pour faciliter des montages. Parce qu'évidemment, la diversité, il faut construire des montages un peu sioux. Alors évidemment, tout le monde est réticent, parce que tout le monde dit on est pour la mixité, mais quand on arrive dans vos bureaux de façon un peu tranquille, face to face, vous nous dites vous me faites ma cage sociale, vous faites la cage des privés à côté, etc., etc. Déjà, juste social-privé, c'est très dur de faire cette mixité. Donc je pense qu'il faut que tous les acteurs s'engagent vers cette mixité, parce que c'est une des chances pour que la ville dense reste la solution. Sinon, on va arrêter de construire et les maires ils vont arrêter de signer des PC. C'est déjà à peu près ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut militer pour la mixité, parce que c'est la solution pour que la ville soit désirable. Parce que tout d'un coup, ce bâtiment-là à Bruxelles, maintenant c'est devenu un modèle. Même à Bruxelles, nous on était les premiers. Maintenant, tous les promoteurs, les propriétaires, parce qu'il y a beaucoup de... Vous connaissez Bruxelles, hein, c'est une ville qui s'est beaucoup transformée dans les années 70. Donc ils ont un patrimoine des années 70 assez important, beaucoup de bureaux, tous un peu obsolescents, qu'ils ont réussi à louer pendant très longtemps à la communauté européenne, mais même la communauté européenne n'en veut plus. Donc aujourd'hui, tous ces propriétaires fonciers sont en train de se dire il faut qu'on les transforme. Parce que c'est pareil, démolir, les gens ne seront plus trop d'accord. Donc ils travaillent sur des projets assez innovants en matière de programmation, d'usage. Et finalement, ça devient attirant. Parce que ce projet, maintenant, tout le monde en parle à Bruxelles. Même le standard, qui est
se fait désirer, hein, qui est la marque d'hôtel branchée, chic, je ne sais quoi. Quand on lui montre le projet, il dit je viens. Parce que tout d'un coup, il a l'impression de faire partie d'un projet pionnier en termes d'usage, en termes de mode de vie, et il vient y contribuer, et c'est bon pour sa marque. Donc je pense qu'on prend moins de risques, contrairement à ce qu'on croit, à faire de la mixité qu'à séparer les choses. Très bien, merci. Merci à tous. On peut applaudir à nouveau nos intervenants. Et pour conclure ces assises nationales du logement, je laisse la parole à Pauline Polgar, directrice de rédaction. Ne partez pas trop loin, Monsieur Clouche. Je voulais vous... non, je vous en prie. Pauline Polgar, je suis la directrice de la rédaction de Bâti Actu. Voilà, on pilote l'ensemble de cette journée. Je voulais vous remercier de votre présence. Merci pour cette très belle keynote de clôture. Et en plus, vous parliez justement de mixité, travailler cette mixité. C'était tout l'objet de cette journée. Hein. Vous vous rappelez notre message, agir ensemble pour le logement et la mixité urbaine. Voilà, donc je voulais vous remercier, à travers vous, remercier l'ensemble des intervenants et l'ensemble du public. Aujourd'hui, vous avez été très nombreux, vous l'êtes un petit peu moins ce soir forcément, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, merci à vous d'être là donc pour cette 4e édition qui s'achève aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bien sûr sur la 5e édition l'année prochaine, début juin. Vous retrouvez l'ensemble des contributions de nos orateurs dans le document de parole que vous pouvez télécharger et bien sûr continuer à suivre l'actu et l'info en plus sur Bâti Actu. Merci, bonne soirée.